Et pour que le monde maintenant soit un petit village planétaire, il faut nécessairement qu'il y ait des liaisons, il faut qu'il y ait des relations, il faut qu'il y ait des connexions. Que lorsqu'il y a un problème là en Afrique, que ce problème-là soit ressenti quelque part en Asie. Le même problème soit ressenti en Europe, en Amérique et partout dans le monde. Et vous voyez, aujourd'hui, on a tendance à mondialiser tous les phénomènes. L'expression du nationalisme a tendance à s'effacer. Aujourd'hui, quiconque s'exprime en premier lieu, pour mieux se faire entendre, lance un appel à la communauté internationale. Donc la mondialisation, c'est cela. Il faut donc comprendre que c'est un phénomène très récent dans sa forme actuelle, mais aussi c'est une réalité incontournable du moment. Personne ne peut aujourd'hui vivre en dehors de la mondialisation. Donc la première chose que vous devrez retenir dans le phénomène ou dans les notions de la mondialisation, c'est la définition. La mondialisation n'est rien d'autre que des échanges qui se déroulent entre les différentes nations du monde entier, et cela dans tous les secteurs. Secteur politique, secteur économique, secteur culturel, secteur sociologique, secteur linguistique, dans tous les domaines. Il faut qu'il y ait des échanges. Mais en réalité, ces échanges, vous voyez les flèches. Les flèches sont orientées à double sens. Ceci dit quoi? Les échanges en réalité qui doivent avoir lieu dans la mondialisation doivent être des échanges réciproques. D'accord? C'est cela en réalité l'objectif de la vraie mondialisation. Qu'il y ait des échanges de toute nature entre toutes les nations du monde ou entre tous les États du monde entier. Mais l'objectif de ces échanges, c'est de construire un village planétaire. C'est de construire un village global où tout est globalisé. Donc une façon d'uniformiser le visage de la planète Terre. Alors, au-delà de la définition, il faut maintenant un peu penser à l'historique de la mondialisation, c'est-à-dire d'où est venue la mondialisation. D'où est venue la mondialisation? En ce sens, selon les recherches, selon les analyses, on s'est rendu compte que la mondialisation n'est pas un phénomène récent. Parce que le contact entre les différentes parties du monde entier ne date pas de 1928. Donc la consécration du mot, la création du mot, l'invention du mot dans le système académique, c'est 1928, mais le phénomène de la mondialisation, les faits, les pratiques de la mondialisation ont existé bel et bien avant. Et dans les recherches, on va remonter du XIIIe siècle. Donc à partir du XIIIe siècle déjà, on s'est rendu compte que la plupart des différentes contrées du monde entier étaient déjà en connexion. Ils étaient déjà en relation et des échanges s'y effectuaient. Si nous prenons par exemple le continent africain, précisément dans l'empire du Mandé, vous voyez ce livre-là en fait foi. Quand les Noirs avaient des esclaves blancs. Et dans cet ouvrage, vous alliez dans le quatrième chapitre. Le quatrième chapitre ici est intitulé Un roi noir à la Mecque. Et si nous prenons là, qui était ce roi noir à la Mecque? C'était la personne du roi Kankou Moussa. Donc si Kankou Moussa, dès le 14e siècle déjà, a effectué son pèlerinage à la Mecque, ceci va donc sans dire qu'il y a eu à cette époque échange entre l'Afrique et le monde arabe. Donc entre l'Afrique et l'Asie.
En même temps, il avait son frère aîné, son grand frère, qui avait aussi, Boubacar II Keïta, qui avait aussi à l'époque pensé découvrir la limite de l'océan Atlantique. Donc il a organisé une caravane afin de pouvoir connaître la limite de l'océan Atlantique. Et quand sa caravane a quitté les côtes gambiennes, ils se sont retrouvés sur les côtes américaines. Et les documents historiques démontrent qu'il a quitté là précisément en 1307. Voyons, en 1307, il est arrivé sur les côtes américaines en 1312. Après 5 années de parcours. Ceci dit quoi? Cette même Afrique était à la fois en contact avec le monde asiatique, mais aussi en contact avec le monde américain. Donc c'est déjà une pratique de la mondialisation. C'est déjà un phénomène de la mondialisation. Pourquoi? Parce qu'il y a désormais une connexion entre certaines parties du monde et le continent africain. Donc on peut dire là que le continent africain déjà était dans la mondialisation depuis le XIIIe siècle. On était déjà dans la mondialisation. 13e, 14e siècle, l'Afrique était déjà dans la mondialisation. À partir du 15e siècle, souvenez-vous, on vous a parlé dans les notions d'histoire des grandes découvertes et les grandes inventions du 15e siècle. L'Europe, à son tour, à partir du 15e siècle, ira à la conquête du monde. Donc, l'Europe aussi rentrera en contact avec les différentes parties du monde entier. Donc, à partir déjà du 15e siècle, le phénomène de la mondialisation est intégral dans le monde. Tout le monde est connecté à tout le monde. D'accord? Puisqu'on a dit, Christophe Colomb est arrivé en Amérique en quelle année? En 1492. Donc vous voyez, il est venu environ 100 ans après. Mais malheureusement, on nous enseigne, on nous apprend que le continent américain fut découvert par Christophe Colomb. Chronologiquement parlant, c'est Boubacar II Keïta, parce que lui il est arrivé en 1312. Voilà. Mais lorsque vous laissez les autres écrire votre histoire, naturellement ils vont l'écrire à leur avantage. On est d'accord? Et il y a même des livres. D'accord? Des livres publiés par des Européens. Il y a un Allemand, il y a un Américain d'origine allemande qui a publié un ouvrage intitulé « Ils y étaient avant Christophe Colomb ». Ils y étaient avant Christophe Colomb. Et il parle de qui? Il parle des Noirs qui sont arrivés avec le roi Boubacar II. Donc ceci dit quoi? À partir du 13e au 15e siècle, on a assisté déjà à l'établissement des relations entre les différents continents du monde entier. Dès lors, le phénomène de la mondialisation est effectif. Ceci dit donc, ce premier phénomène est un phénomène de la mondialisation. Mais une mondialisation ancienne, qui est aussi appelée, la première mondialisation. Maintenant, aujourd'hui, ce phénomène de la mondialisation continue. D'accord? Il continue, mais sous une autre forme. Aujourd'hui, nous avions la mondialisation actuelle, ou encore appelée la seconde mondialisation. Et cette mondialisation a commencé depuis la fin de la bipolarisation. Entendu par bipolarisation, la division du monde en deux pôles. D'accord? La division du monde en deux blocs. Et ça nous rappelle un peu le phénomène historique de la guerre froide. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a constaté des tensions idéologiques qui ont existé entre les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique d'alors. Donc,
ce désaccord entre ces deux grands va finir par diviser le monde entier en deux blocs distincts. C'est le bloc du capitalisme, à la tête les États-Unis, et le bloc soviétique, à la tête l'Union soviétique. Maintenant, on a vu quoi? Dans les années 90-91, c'est la dislocation de l'Union soviétique. Et la dislocation de l'Union soviétique va mettre fin à la bipolarisation de la planète. Donc on assiste à un monde unipolaire. Donc c'est l'avènement de la nouvelle mondialisation, la mondialisation que nous sommes en train de vivre actuellement. Et cette mondialisation se fonde sur quoi? On a vu là, la nouvelle mondialisation décide d'intégrer encore le visage du monde entier afin de construire un village planétaire, un village global. Donc il était vraiment nécessaire d'éviter les divisions de la planète parce qu'on a tiré des leçons. Ces leçons sont que la Première Guerre mondiale a explosé par la suite de la division du monde en deux camps. Je dirais même de l'Europe en deux camps. D'un côté, on avait la triple entente, de l'autre côté, on avait la triple alliance. Ce sont ces deux blocs-là qui se sont affrontés. D'accord? Le désaccord donc entre la triple alliance et la triple entente a conduit l'humanité vers la Première Guerre mondiale. Cette guerre a causé d'énormes dégâts. On peut citer par exemple la perte en vie humaine de 20 millions et quelques de personnes. Mais au-delà de cela, 2 décennies après, c'est-à-dire dans les années 30, on constate encore une nouvelle division de la planète en deux blocs. Cette fois-ci, les puissances de l'Axe d'un côté et les puissances alliées de l'autre côté. Ce désaccord entre ces deux blocs aussi a précipité l'humanité vers une seconde guerre mondiale qui a encore causé plus de dégâts que la première. Si la première n'a enregistré que 20 millions de pertes en vie humaine, la seconde guerre mondiale va enregistrer, selon les documents, entre 50 et 60 millions de pertes en vie humaine. Donc soit le triple de la Première Guerre mondiale. Et on sort de la Seconde Guerre mondiale, pensant qu'on allait se retrouver désormais dans une paix durable. On voit encore la naissance des tensions idéologiques entre deux superpuissances. Les États-Unis d'un côté, l'Union soviétique de l'autre côté. Et souvenez-vous bien, en 1962, la crise des fusées, c'était l'apogée de la guerre froide, l'apogée de la guerre froide. Et à partir de là, si l'humanité ne prenait pas ses responsabilités, le monde allait connaître encore une troisième guerre mondiale. Et suite à cela, on a même constaté la naissance d'un troisième monde. Regardez, le monde subdivisé en deux, comme ça. La bipolarisation, on a l'ouest et l'est. On arrive à un moment où la division s'accentue davantage. Cette fois-ci, on a une troisième partie du monde qui se fait appeler le tiers monde, que nous appelons autrement les non-alignés. Les non-alignés. Donc on constate que le monde est reparti en 3 blocs. D'un côté, les pays à économie capitaliste, de l'autre côté, les pays à économie socialiste. Et la troisième partie, ceux qui ne sont ni du côté des pays à économie capitaliste, ni du côté des pays à économie socialiste. La Guinée, l'Inde, le Brésil, la Chine, nous étions dans le même bloc. Le bloc du tiers-monde. Donc au finish, on s'est dit, mais attention, ce sont ces divisions, ces désaccords entre blocs qui ont conduit le monde dans la Première et la Seconde Guerre mondiale. Donc il nous faut vraiment faire attention, faire de sorte que ces divisions-là disparaissent, qu'on ait vraiment un monde uniforme, qu'on ait un monde uniforme, faire de sorte que la planète Terre soit un petit village planétaire, un petit village global.
Donc ce processus d'uniformisation de la planète, c'est ce qui est autrement appelé le phénomène de la mondialisation, qui sera institué dans les années 90 avec le concept du libre-échange. On est d'accord? Donc si on revient maintenant au-delà de son historique, on voit que tout le monde est d'avis qu'il faut éviter la division du monde entier, au risque de ne pas encore se précipiter vers une troisième guerre mondiale. Mais s'il faut éviter la division du monde entier, ceci dit quoi? Il faut instaurer l'uniformisation du monde entier, faire de sorte que tout le monde entier ait vraiment un visage unique. Donc construire le monde en village planétaire. Construire un monde global. Mais il se trouve que tous unanimes qu'il faut nécessairement construire un monde globalisé. D'accord. Mais comment? Là, le comment va diviser les partisans de la mondialisation. Chacun trouve la nécessité de construire un monde global, un monde planétaire, mais malheureusement, les gens ne sont pas d'avis sur le comment, sur le cheminement, sur la voie à emprunter. Ainsi, on va assister à la mise en place ou à la création ou encore à la naissance de deux tendances, de deux conceptions sur la construction d'un village planétaire. La première tendance, c'est la tendance du mondialisme. La tendance du mondialisme. Pour les partisans de cette tendance, il faut vraiment construire un monde planétaire. Il faut mettre en place un village planétaire, mais un village planétaire qui va s'accentuer sur les valeurs des grandes puissances. Voilà ce qui les a conduits à mettre en place l'organisation des 20 grands pays puissants du monde, autrement appelés en abrégé les Jeux 20. Ce sont les 20 grands pays, les 20 grandes puissances. Les 20 grandes puissances. Donc c'est sur les valeurs de ces 20 grandes puissances que le monde entier doit se conformer pour avoir un système unique et unitaire. D'accord? Comme vous voyez donc cette conception. Pour les uns, il faut construire le monde global en tenant compte que des valeurs des sociétés qui sont très avancées. Ne pas se replier sur les valeurs des sociétés en avance au risque de mettre l'humanité en retard. Parce que pour eux, l'humanité serait en retard si et seulement si on s'adaptait aux valeurs des sociétés en retard. Donc pour ne pas que le monde entier soit en retard, il faut adapter le monde entier aux valeurs des sociétés avancées, donc les sociétés très développées, les grandes puissances. Et les partisans de ce système sont appelés les mondialistes. Ils sont appelés les mondialistes. D'autres aussi les appellent les radicalistes. Pourquoi radicalistes? Parce qu'ils sont recroquevillés sur les valeurs d'une certaine nation, d'une certaine puissance de la planète. Tandis que ceux-ci ne sont pas les seuls sur la planète. D'accord? Ils sont aussi appelés les unitaristes. Maintenant, à l'opposé, nous avions ceux-là qui voudraient qu'il y ait symbiose. Qu'il y ait symbiose entre les valeurs des différentes nations du monde sans aucune distinction de niveau. Donc ceux-ci sont appelés les altermondialistes. Donc ici, les altermondialistes, ce sont les partisans de la mondialisation qui voudraient construire un monde global, qui voudraient faire du monde un village planétaire, mais un village planétaire qui serait basé sur le dialogue des valeurs. Le dialogue des valeurs, c'est-à-dire l'intégration
que Ba soulevait ce matin. L'intégration des valeurs, la symbiose des systèmes. Puisque la question est une question mondiale, alors s'il faut mettre en place un système global, s'il faut mettre en place un système planétaire, en mettant en place ce système, il faudrait éviter des frustrations pour ne pas créer encore d'autres tensions. Et pour éviter les frustrations, que faut-il faire? Il faut simplement tenir compte des différentes valeurs de chaque nation, ou de chaque État, ou de chaque pays, ou encore de chaque société. Donc, pour mettre en place un système global, il faut nécessairement tenir compte des valeurs du continent africain, tenir compte des valeurs du continent européen, tenir compte des valeurs du continent asiatique, mais également les valeurs du continent américain. Et en faire maintenant une symbiose. C'est cela le dialogue. Éviter une intégration violente en ignorant les valeurs des uns et considérant que les valeurs des autres. Donc ici, pour les altermondialistes, il faut promouvoir un dialogue, une intégration pacifique, accepter au niveau de chaque société ce qui est nécessaire ou ce qui est positif. Car pour ceci, chaque société a des valeurs positives, mais aussi des valeurs négatives. Donc essayez de prendre par-ci les valeurs positives d'une société et de l'autre côté les valeurs positives également. Et ignorer les faiblesses ou les valeurs négatives, et que pour eux, c'est par cette voie que nous pouvons conduire l'humanité vers le progrès. Voilà. Donc, pour les altermondialistes, il faut vraiment renouveler le fonctionnement de la mondialisation. Il faut renouveler son fonctionnement. C'est pourquoi les altermondialistes, ils sont aussi appelés les réformistes. Donc ce sont des réformistes, ils sont aussi appelés les pluralistes. Parce que eux, ils veulent asseoir un monde global sur une diversité culturelle, sur la multiplicité des valeurs. Pour eux, c'est ce qui pourra même enrichir le système de la planète. Donc, construire un village global en tenant compte des différences culturelles. On fait par exemple la somme de toutes les valeurs de la planète et on essaye de tenir compte des valeurs positives. On prend par exemple le monde asiatique. On sait que tout ce qui est dans le domaine médical, ils sont spécialistes en cela. On va dans le monde européen, tout ce qui est dans le domaine de la technique et de la science, ils sont spécialistes dans cela. On va dans le monde américain, tout ce qui est lié à la technologie, ils sont spécialistes dans ce domaine. Et si on revient aussi dans le monde africain, tout ce qui est lié à l'art et à la culture, nous sommes aussi spécialistes dans ce domaine. Donc on tient compte des valeurs positives de chaque société et en faire de ces différentes valeurs une valeur universelle. Voilà donc la conception des altermondialistes. Des altermondialistes. Donc voilà un peu les deux tendances. Voilà encore les deux conceptions qui s'affrontent dans le phénomène de la mondialisation. Mais de nos jours, malheureusement pour les États faibles, la mondialisation qui prévaut aujourd'hui, c'est la mondialisation de la tendance mondialiste. D'accord? La tendance des mondialistes ou la tendance mondialisme, c'est cette tendance qui prévaut aujourd'hui. Car si on fait le rapport des systèmes qui sont appliqués partout dans le monde entier, on prend le système politique. Quel est le système politique adopté par ces G20? C'est la démocratie libérale. Or, dans le monde, il n'y a pas eu que la démocratie libérale. Il y avait aussi la démocratie populaire, mais aujourd'hui qui est ignorée par ces grandes puissances. Et il faudrait que le monde entier ait comme système politique la démocratie libérale. Pouvez-vous me dire que la Chine connaît une démocratie libérale? Non. La Chine pratique la démocratie populaire.
Mais ce système ne les a pas empêchés de ne pas connaître le progrès ou le développement. D'accord? Mais au-delà même du système politique, on prend par exemple le système linguistique. On a aujourd'hui universalisé la langue anglaise. Mais et les autres sociétés du monde n'ont-elles pas de langue de communication? Pourquoi ignorer leur langue au profit d'une langue anglaise, qui est certainement la langue des États-Unis, qui est la plus grande puissance du monde? Et aujourd'hui, on impose à tout un chacun de faire tout pour avoir comme langue de communication la langue anglaise. La langue du monde. Et il y a combien de groupes linguistiques dans le monde? Il y en a énormément. Et si pourquoi ne pas faire une symbiose? Nous allons dans le système économique, c'est de même. Puisqu'aujourd'hui, il y a plusieurs systèmes économiques qui ont existé dans l'évolution du monde entier. Mais aujourd'hui, quel est le système économique le plus partagé? C'est le capital. C'est le capitalisme. Or, le capitalisme, c'est le système qui est né en Europe. Donc, qui est aujourd'hui partagé par le monde occidental. Le capitalisme. Et maintenant, il se trouve que même le capitalisme a des insuffisances. Parce qu'on a constaté que le fonctionnement du capitalisme, à chaque décennie, provoque une crise. Si nous revenons par exemple dans les crises des années 30, tous les pays du monde entier ont été secoués par la crise, sauf l'Union soviétique. Pourquoi? Parce que l'Union soviétique avait un système économique socialiste. Il va donc sans dire que le socialisme aussi a des avantages. Mais pourquoi ignorer? Prenez aujourd'hui la plupart des organisations internationales. Vous prenez par exemple l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Vous prenez le FMI, le Fonds monétaire international. Vous prenez la BM, la Banque mondiale. Ces différentes institutions économiques internationales fonctionnent sur la base du capitalisme. Fonctionnent sur la base du capitalisme. Or, le capitalisme est un système économique du monde occidental. Vous prenez la langue, c'est l'anglophonie. C'est l'anglophonie. Et la langue anglaise, donc, est une langue du monde occidental. Vous prenez les modes vestimentaires, il en est de même. Oui. Ce qui fait donc que quelque part, les pays qui ne sont pas intégrés dans le noyau de la mondialisation sont à la marge. Et en quelque sorte, sont dominés par l'effet de la mondialisation. Aujourd'hui, les pays du tiers-monde, les pays sous-développés, ont tendance à carrément ignorer leur identité culturelle. Donc, avec l'allure de la mondialisation actuelle, il y a de ces valeurs culturelles qui vont, sous peu de temps, complètement disparaître. Au profit des valeurs des grandes puissances. Et face à ce phénomène, il y a la montée des tensions. Parce que vous voyez, c'est un peu ce qui est à l'origine du terrorisme. Parce que les Arabes sont hostiles qu'ils soient envahis par les systèmes occidentaux. Tandis que les Occidentaux ont des canaux, ils ont des moyens, ils ont des voies les permettant de divulguer à grande échelle leur système. À travers l'Internet, à travers les films, à travers les médias, ils ont la capacité de bombarder les autres pays par leurs valeurs, par leur système. Et finalement, les Arabes, face à cette situation, n'ayant pas de moyens techniques pour les contrecarrer, réagissent par la terreur. C'est là l'origine du terrorisme. Nous autres en Afrique, il en est de même. Je vais par exemple inviter 3 personnalités dans un restaurant d'origine diverse. On va faire appel par exemple à un Chinois, on va faire appel à un Français et on va faire appel à une Guinéenne. Les 3 dans un même restaurant. Voyons ce qui va se passer. La première personne
qui est la chinoise, cette personne arrivera conformément à sa tenue traditionnelle, le Bouddha. Et quand elle arrive, sa salutation sera dans la langue mandarine. Elle viendra dire Ni Hao. Et elle s'installera. S'il y a à manger, elle va se servir d'une baguette. À côté, un Français qui est occidental. Et cet occidental aussi, à son tour, quand il arrive, au lieu de dire Ni Hao, il ne le dira pas. Il dira salut. Bonjour. Ou non, bonjour. Et à son tour, il va s'installer. S'il y a à manger, il fera appel à une fourchette, une cuillère et de surcroît un couteau. Et il sera aussi à table. Par contre, on fait appel à une Guinéenne qui est africaine. À son tour, elle arrive d'abord complexée, dominée par le phénomène de la mondialisation, ne sachant pas par quoi commencer, dira soit hi, ou non, salut, ou non, assalamu alaikum. C'est quoi ça? Et ces différentes langues ne sont pas ces langues endogènes. La personne donc en question sera complexée de dire Ikena, Onwali, Alige, Mbelkenya, Kanawalato. D'accord. Donc la personne ne dira ni parler Soussou, ni parler Poula, ni parler Guerze, ni Malenge, ni Wolof, ni Bété, ni Bambara, ni Swahili, ni Lingala. La personne va automatiquement se conformer aux langues occidentales ou de surcroît dominées par le poids de la religion, aux langues arabes. Et quand cette personne s'installe, s'il y a à manger, au lieu de se laver la main conformément à sa tradition, alors cette personne va demander une fourchette. Ceci dit quoi? Elle cesse automatiquement d'être ce qu'elle est pour devenir ce qu'elle n'est pas. Vraiment. Chose qui n'est pas. Elle ne sait même pas comment faire ça. Ce qui n'est pas possible. Il va donc sans dire que la mondialisation de nos jours est une mondialisation occidentale. Ce n'est pas une véritable mondialisation comme on l'entend. Donc la mondialisation dans sa pratique actuelle est une européanisation, s'il le faut, une américanisation. Je dirais même une occidentalisation. Parce qu'on a ignoré les différentes valeurs des autres sociétés. Donc pour ce faire, pour nous proposions comme meilleur système dans la construction d'un village global ou un village planétaire, l'intégration des cultures ou la symbiose des valeurs, la symbiose des identités culturelles. En d'autres termes, nous partageons la conception des affaires mondiales qui voudrait qu'il y ait une nouvelle conception de la mondialisation, qu'il y ait la mise en place des nouveaux mondes. Des nouveaux mondes, dans un sens. D'accord. Mais au-delà de tout cela, nous pouvons maintenant essayer de comprendre les acquis de la mondialisation, mais aussi les faiblesses de la mondialisation, les avantages de la mondialisation et les inconvénients de la mondialisation. Il faut retenir que la mondialisation, même dans sa forme actuelle, a des avantages, a des aspects positifs, a des mérites, a des acquis qu'il faut conserver. Parmi ces acquis, on a le phénomène du libre-échange. Du libre-échange. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour aller faire des achats à grande distance. Vous n'avez pas besoin. Vous avez par exemple besoin d'un téléphone. Vous avez besoin des boucles d'oreilles.
vous avez besoin d'une chaîne, vous avez besoin d'une chemise, vous avez besoin d'une paire de chaussures. À travers l'Internet, vous pouvez faire votre commande et on peut vous transporter votre produit par des services de DHL. Oui. On est d'accord? Aujourd'hui, tout à l'heure, nous sommes dans le phénomène de la mondialisation. Tout ce que je suis en train de vous dire là, il est valable pour un Européen qui est en train de suivre le même cours là-bas. Vous pouvez tout à l'heure prendre votre téléphone, surfer, vous connecter, vous aurez les mêmes informations numériques. Donc les informations numériques auxquelles vous avez accès, sachez qu'un Américain, un Français, un Chinois, partout dans le monde entier, a accès à la même information. Donc il y a ce phénomène de libre-échange. Au-delà de cela, aujourd'hui, on a des entreprises françaises chez nous, on a des entreprises chinoises chez nous. De même, nous pouvons aussi implanter nos entreprises ailleurs que chez nous. Donc il y a ce phénomène de libre-échange. Il y a ce phénomène de libre-échange. On prend par exemple Africa 24. Africa 24. C'est une chaîne de télévision, non? Oui. Une chaîne de télévision appartenant à des Africains. Appartenant à un Africain. Constant Neymar. C'est un Africain. Un Camerounais, je pense. Mais cet Africain aujourd'hui a réussi à bâtir une entreprise médiatique sur le sol français. Il est libre. C'est le phénomène de la mondialisation. Au-delà de cela, on a Orange Guinée en Guinée. Or, Orange Guinée, la société Orange est une entreprise française. On a Total Guinée, c'est une entreprise pétrolière française. Vous voyez, on a Celcom. Ceci dit quoi? Ces entreprises, en quelque sorte, sont des entreprises désormais qui dépassent les limites frontalières. On peut appeler ça autrement la transnationalisation. L'action des entreprises au-delà des frontières. La transnationalisation. Il suffit simplement d'avoir les moyens. Personne ne peut vous en empêcher. Personne. Si vous avez la possibilité aujourd'hui de créer une entreprise au Sénégal, libre à vous. Si vous êtes aujourd'hui capable de créer une entreprise au en Côte d'Ivoire, au Congo, en Chine, au Niger, aux États-Unis, en France, libre à vous. Nous avions un de nos candidats aux élections présidentielles ici, en la personne de Ibrahim Kassori Fofana, qui a aujourd'hui une entreprise aux États-Unis, bien qu'il soit guinéen, il a un cabinet de consultation là-bas. Qu'est-ce qui lui permet cela? Le phénomène du libre-échange, le phénomène de la mondialisation. Nous avions aujourd'hui un de nos confrères qui est ABC là, qui réside aujourd'hui aux États-Unis, qui a la nationalité américaine, qui est devenu un citoyen international. Vous voyez aujourd'hui que lorsque vous aviez une carte, un passeport de la CEDEAO, vous pouvez circuler librement dans les 16 pays de l'Afrique occidentale, comme si vous étiez en Guinée. Oui. Qu'est-ce qui occasionne cela? Le phénomène de la mondialisation. Vous pouvez aujourd'hui, à partir de cette salle, télécharger des documents. La dernière fois, quand j'ai donné les thèmes d'exposé en terminale sciences sociales sur la peste, Zénab Diallo, elle a envoyé son iPad sur place. Je suis parti dans le site de UCAC. Je lui ai téléchargé intégralement le livre de Albert Camus intitulé La peste. Donc dans la classe déjà, elle a un ouvrage intégral à travers l'Internet. Vous voyez? Ceci dit quoi? Le phénomène de la mondialisation a beaucoup d'avantages parce qu'il permet le libre-échange, le rapprochement des espaces. Le rapprochement des espaces. On voit les gens aujourd'hui, les fans de football, les fans des spectacles. Aujourd'hui, il y a un match qui est en train de se dérouler par exemple à Paris. Vous êtes assis dans votre salon, vous suivez le match au même moment que la personne qui se trouve au stade. Oui. Match en direct. Grâce à quoi? Grâce au phénomène de la mondialisation. Donc vous suivez le match comme si vous y étiez.
vous y étiez. Au-delà de cela, le rapprochement toujours des distances. Moi, j'ai suivi tout récemment, à l'occasion de l'anniversaire du pasteur Martin Luther King à l'ambassade des États-Unis. Il y a eu une conférence entre les jeunes Guinéens et un conférencier qui était installé quelque part là-bas aux États-Unis. Le conférencier est aux États-Unis. Les participants à la conférence sont en Guinée. Ce qu'on appelle la téléconférence, la conférence à 10. Vous êtes à des milliers de kilomètres avec une personne. Vous interagissez comme si vous étiez côte à côte, comme si vous étiez simplement séparés par un rideau. Voilà. Nous, au niveau de notre ONG, la Jeune Chambre Internationale, on a souvent la possibilité de tenir des formations à distance. Vous êtes ici, vous suivez une formation depuis les États-Unis, vous vous connectez, on vous évalue, et puis vous validez, on vous télécharge votre diplôme, votre attestation, on vous l'envoie, vous l'imprimez. Tout fait. Phénomène de la mondialisation. Aujourd'hui, vous avez une carte Visa. Hier, j'ai essayé. Voilà. Ça, c'est une carte bancaire. Une carte bancaire Visa qui peut me permettre, moi, de faire des achats partout dans le monde. Je peux me connecter tout à l'heure, je fais un achat à partir de n'importe quelle partie du monde entier. Et on m'envoie mon dossier ou mon bien, mon produit à domicile, à travers DHL. Au-delà de cela, j'ai ma carte Visa UBA. À travers cette carte Visa, je peux voyager partout dans le monde et avoir accès à mon argent. Je vais par exemple regarder les reçus qui sont là. Hier, puisque je savais qu'il y avait ce cours, je me suis amusé un peu. C'est une carte Visa internationale de la banque UBA. Je suis allé à EcoBank, j'ai fait un retrait. Je quitte là, je suis allé à Matam, Société Générale des Banques. J'ai tenté là-bas aussi de faire un retrait. Voilà. Ce qui va donc sans dire, la carte est de UBA. Mon compte est de UBA. Mais puisque c'est une carte Visa, donc c'est une carte de standing international qui me permet d'avoir accès à mon argent partout où il y a des guichets électroniques, quelle que soit la banque. S'il y a les guichets électroniques à Visa, je peux avoir accès à mon argent. Je pars au centre moteur, je vois seulement guichet Visa. Partout où je vois ce symbole, il va donc sans dire que je peux là avoir accès à mon argent. Je mets tac, 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 et puis mon argent, je compose ce que je veux, j'ai accès. Je pars à Bissigi, pareil. Je pars à la Société Générale des Banques, pareil. Je m'en vais au Sénégal, par exemple. La monnaie d'échange au Sénégal, c'est le CFA. Je vais dans un guichet, je mets seulement mon argent est ici en francs guinéens, mais là-bas j'aurai l'équivalent en CFA. Je quitte le Sénégal, je m'en vais quelque part en Chine. Mon argent est toujours là. En Chine, la monnaie d'échange c'est le yen. Je compose la somme que je veux, j'ai l'équivalent en yen. Je quitte là-bas, je vais quelque part en Arabie Saoudite, je mets la monnaie d'échange, c'est le dirham. Automatiquement, j'ai l'équivalent en dirham. Je quitte là, je vais en francs, la monnaie d'échange, c'est l'euro. Je mets la carte, j'ai l'équivalent en euro. Je quitte là, je m'en vais quelque part aux États-Unis, la monnaie d'échange, c'est le dollar. Je mets la carte, j'ai l'équivalent en dollars. Je n'ai plus besoin d'aller voir quelqu'un pour dire, puisque je veux voyager, je voudrais vraiment que tu m'aides à échanger ma monnaie locale. Non, je vais avec ma carte et puis je suis tranquille. Et vous avez vu actuellement ce qu'on appelle dans le système téléphonique le roaming. D'accord? Vous avez une carte nationale, vous avez une puce nationale, vous vous déplacez avec votre puce. Sinon, on va dire, bon, puisque c'est une puce guinéenne, vous ne pouvez plus quitter la Guinée avec cette puce. Auparavant, c'était cela, mais aujourd'hui, avec le phénomène de la mondialisation, c'est possible. Je prends ma puce, je m'en vais activer le service roaming. Et je vais partout dans le monde entier. Je peux être appelé, de même je peux appeler à travers ma puce nationale, mais à l'échelle internationale. Vous voyez, moi aujourd'hui, vous voyez la carte là. Je suis inscrit sur un site qui me permet d'avoir de l'argent, même quand je suis dans ma chambre, à travers mon ordinateur. Pay to click.
paye to clic. Cliquez pour être payé. Un site publicitaire. Un site de publicité. Vous savez qu'aujourd'hui, avec le phénomène de la des publicités, les encarts ou les panneaux publicitaires, dans les pays très avancés, il n'y a plus d'espace pour planter ou fixer les panneaux publicitaires. Parce que tout est animeux. Il se trouve que les entrepreneurs ont besoin de faire de la publicité pour faire voir leurs produits. Mais puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a plus de 2 milliards de personnes qui sont connectées sur l'Internet, alors il y a des sites aujourd'hui qui sont spécialisés dans la publicité. Ils ne font rien que la publicité. Donc si toi tu as une entreprise, tu veux faire voir ton entreprise à par exemple 1 milliard de personnes, mais sur Facebook il y a 1 milliard de personnes connectées, si tu viens voir le fondateur du site Facebook, tu lui demandes simplement de mettre le fusil ou le logo de ton entreprise sur son site. Au lieu de partir par exemple fixer un panneau publicitaire pour 2 millions de personnes, mais tu mets le logo de ton entreprise sur son site et il y a 1 milliard et quelques de personnes qui voient ça. Parmi ces 1 milliard, tu sais, Dieu seul sait combien auront besoin de ton produit. Mais si tu viens maintenant si tu veux déposer ta marque sur son site, toi aussi tu vas lui payer parce qu'il fait de la publicité pour toi. Les panneaux publicitaires là sont payants. Les spots publicitaires dans les radios et télé sont payants. Donc si tu viens sur le site aussi pour faire des bannières publicitaires, c'est payant. Maintenant, voyez ce qui fait aujourd'hui que le fondateur de Facebook est aujourd'hui l'un des plus jeunes milliardaires en dollars dans le monde. C'est à travers cela. Maintenant, au-delà de cela, il y a des sites qui décident maintenant de partager leurs gains avec des personnes connectées sur leur site. Moi, je suis un de ces membres. Je suis en Guinée, je gagne de l'argent à partir des États-Unis. Je suis en Guinée, je gagne de l'argent à partir de la France. Tu t'inscris sur le site, tu achètes des panneaux, des bannières publicitaires et chaque fois que tu te connectes, tu cliques sur les encarts publicitaires, on t'enregistre. Et à la fin du mois, on te vire ton argent dans ton compte et partout où tu veux, tu vas faire ton traitement. Si tu veux, tu connectes même ton compte à un compte bancaire, tu crées un compte bancaire Visa en dollars, en devise, tu reçois ton argent en dollars. Vous voyez, tout ça, l'inscription est gratuite. L'inscription est gratuite. Mais pour être activé, il faut acheter les bannières publicitaires. Ça varie entre 50 et 100 $. 50 $ actuellement, c'est environ 7200 francs guinéens. C'est environ 380 000 francs guinéens. Donc si tu as 700 000 francs, déjà tu achètes 2 panneaux publicitaires, 2 bannières publicitaires, tu es actif avec 2 bannières et chaque fois que tu cliques, voilà. Si tu veux, parce que tu peux évoluer, il y en a qui gagnent jusqu'à 3 000 $ par mois. Chaque fois que la quantité de tes bannières publicitaires augmente, ta prime aussi augmente. On appelle le concept travail à domicile. Tu es chez toi, tu ne fais rien, tu vas nulle part, tu travailles, puis voilà, tu fais de la publicité à partir de chez toi et puis partout où tu as la connexion. Ça va. Vous voyez, au-delà de cela, moi aujourd'hui, je n'ai plus besoin de me promener avec mes dossiers pour chercher de l'emploi ou bien quoi. Je n'ai plus besoin de me promener avec mes dossiers. Non, 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 non. J'ai tout scanné. Je les ai mis en format électronique. Dans ma boîte, vous allez dans les boîtes de Gmail. Il y a Gmail Drive. D'accord? Oui. Un espace de stockage. J'ai tout téléchargé. Ce n'est pas même si mon PC est atteint de virus, c'est tout. Je m'en fous. Il y a ce qu'on appelle le stockage dans les nuages. Donc j'ai Google Drive, tous mes dossiers sensibles, essentiels, même certains de mes cours, j'ai tout téléchargé, j'ai enregistré dans ma boîte. Partout où je pars sur Terre, s'il y a la connexion, j'ai accès à mes dossiers. Je me connecte à travers mon compte Gmail, je vais dans Google Drive, si la connexion est fiable, je retélécharge. Tout ça, ce sont des aspects positifs de la mondialisation.
Vous êtes là, vous vous dotez d'un diplôme à partir de l'étranger. Vous pouvez aujourd'hui être là, vous n'avez plus besoin d'aller par exemple en France faire le doctorat, faire le master. Non, formation à distance. Vous êtes en Guinée, vous obtenez un diplôme de qualité française. Tranquille, sans vous déplacer. Ceci dit quoi? Cette mondialisation a des avantages. Le transfert des biens et services, l'enrichissement des valeurs. Aujourd'hui, il y a de ces connaissances, il y a de ces pratiques qui s'améliorent à travers le contact avec d'autres valeurs. Donc la mondialisation a beaucoup d'aspects positifs, a beaucoup d'avantages. D'accord? Pas qui se clair tout à l'heure. Il y a des mérites. Il y a des mérites, il y a des avantages. Ça, c'est au niveau de la mondialisation. Et non au niveau de... Non, mais la mondialisation actuelle. La mondialisation actuelle dont je parle, elle est essentiellement accentuée sur les valeurs du monde occidental. Et cela nous permet aujourd'hui, avant, quand tu avais une information, quand quelque chose se déroulait par exemple aux États-Unis d'Amérique, on pouvait passer en Guinée un mois sans être informé de la situation. Mais aujourd'hui, ça se passe à la seconde. À la seconde. Tu es connecté, tu vois. Il y a des gens qui ne se déconnectent même plus. Ils activent les passes pour un mois. C'est tout le temps connecté. Avant, par exemple, tu prends une photo dans une cérémonie, il faut attendre 2-3 jours pour avoir accès. Mais aujourd'hui, avec tes téléphones Android, avec les iPads, tu n'as pas besoin dans n'importe quelle cérémonie, de telle sorte que nos jeunes filles sont devenues, on dirait, des... Partout, elles sont comme ça. Partout, elles sont comme ça. Elles prennent des photos, à la seconde, elles publient. Moi, par exemple, lors des 72 heures de livre, j'avais mon téléphone qui était déchargé. J'ai pris une photo avec Jean-Marie Doré. D'accord? Le monsieur avec lequel j'ai pris la photo, je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas. Je lui ai dit, bon, mon ami, nous sommes au 21e siècle. C'est le siècle de la mondialisation. Maintenant, ce que tu vas faire, tu as pris, tu as ma photo. Voilà ma boîte. Voici ma page. Envoie ça sur ma page Facebook. Je récupère. Il a fait du coup. Tac, 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 tac. Il a envoyé. Je suis venu le soir, je me suis connecté. J'ai téléchargé, j'ai enregistré dans mon PC. Et puis j'ai republié sur ma page. D'accord? Patrice Lumumba aussi avec Patrice Gadé. Patrice Gadé Bonemi. Avec le fils de Aimé Césaire. On a fait des entretiens. Au-delà de cela, vous avez ce qu'on appelle les foires. Vous entendez parler des foires? Ce sont des marchés. Des marchés communs, des marchés au niveau, voilà, les foires internationales. Et on voit là-bas les commerçants de tous les pays. Pas de limite, non limite. C'est cela un peu la mondialisation. Donc tout ceci sont les conceptions là, ce sont des conceptions de ces grandes puissances. C'est les conceptions, c'est-à-dire c'est les systèmes mis en place par ces grandes puissances. Mais des systèmes qui nous profitent aujourd'hui. Et n'oublie pas qu'aujourd'hui, bien qu'on dise que nous sommes envahis, un artiste public, allez-y sur YouTube, vous trouverez là-bas Koundou Ata. Oui. Ou bien, vous trouverez là-bas Einstein Killer. Ou bien, vous trouverez là-bas les artistes guinéens. Ceci dit quoi? Quand un artiste guinéen publie un album aujourd'hui, cet album-là est vu partout dans le monde entier. Un Américain le voit. Tu n'as pas vu des artistes guinéens qui sont invités aux États-Unis pour aller simplement faire des concerts? Oui. Tigan World Music, il organise des événements aux États-Unis. Il invite les Guinéens. Regardez un Tigan World Music, il quitte la Guinée, il part au Canada, il organise un événement, il invite les artistes guinéens au Canada à venir jouer au spectacle et les Canadiens rentrent pour payer de l'argent. Ils payent l'argent, ils rentrent et puis ils vont poursuivre l'événement. Lui, il gagne profit, ces artistes guinéens gagnent profit. Comme il a fait pour BNZ. Voilà. Tout ceci sont des avantages. Mais à côté de ces avantages, n'oublions pas aussi qu'il y a des inconvénients.
où les pays du tiers-monde sont en général victimes de la mondialisation. Parmi ces inconvénients, on a la marginalisation des sociétés faibles. Le fait qu'on oublie, nous, nos langues, nos modes vestimentaires. Tu vas par exemple dans un cabinet de recrutement, si tu es en épi, on te regarde d'un mauvais œil. Mais si tu es en costume cravaté, on considère que tu es vraiment, voilà. Tu réponds aux gens. D'accord. Au-delà de cela, de la marginalisation, il y a l'internationalisation des fléaux. Vous avez vu? Dès qu'il y a un problème dans un pays, le problème là risque d'affecter les autres pays. Il y a eu Ebola en Guinée, ça a affecté la Sierra Leone, ça a affecté le Libéria, ça a affecté la Côte d'Ivoire, ça a affecté le Sénégal, ça a affecté le Mali, les États-Unis, l'Espagne. Ouais. Pourquoi? Parce que les échanges sont tellement fréquents qu'on ne peut pas limiter les dégâts. Vous avez vu tout récemment, il y a eu le départ de Blaise sur le plan politique. Le départ de Blaise au Burkina a inspiré l'opposition guinéenne pour dire si ça continue, on va aussi demander son départ. Oui, non. Donc il y a un problème dans un pays donné, ce problème risque de faire tache d'huile, de s'éparpiller, de s'élargir dans les autres pays. Donc que ce soit problème ou pas, dès qu'il y a une situation donnée dans un pays, cette situation risque de prendre de l'ampleur et d'affecter les autres pays. Vous avez vu aujourd'hui, tous les pays de l'Afrique occidentale ont très peur du fait qu'il y a la grippe aviaire au Burkina. Parce qu'on ne peut pas contrôler, on ne peut plus limiter le déplacement des gens. Il y a des gens aujourd'hui qui peuvent déjeuner à Conakry, le soir ils vont prendre leur dîner à Paris. Malheureusement, nous n'avions pas de TGV ici. Ailleurs, ceux qui ont des TGV, qui se déplacent pêle-mêle. Tu quittes ici, tu vas comme au Ghana en 2 heures de temps. Tu es en France, tu travailles en Belgique. Tu as vu? Tous aussi sont en quelque sorte des avantages, mais qui ont aussi des inconvénients. Puisqu'on ne peut pas contrôler le déplacement, le mouvement des uns et des autres, facilement on peut aussi transférer les problèmes. D'accord? On peut transférer des problèmes. Regardez par exemple, le fait que les entreprises quittent les États-Unis et la France pour venir s'implanter en Afrique, vous pensez que cela ne cause pas de dégâts là-bas? Parce que les entrepreneurs savent qu'un travailleur français coûte plus cher, 2, 3, 4 fois plus cher qu'un travailleur guinéen. Donc s'il voit que là-bas il est confronté à beaucoup de dépenses, il peut fermer l'entreprise en France, il vient ouvrir cette entreprise en Guinée où il paye la taxe moins, il paye les travailleurs moins. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il crée de l'emploi ici, mais de l'autre côté en France, il crée le chômage. Tu vois? Donc il y a des avantages et des inconvénients. Mais au-delà